Nous avons dit que l'entrepreneuriat ne se confond pas à la création d'entreprises. Toutefois, cette dernière, elle occupe une place importante dans le champ de l'entrepreneuriat, dans la mesure où que l'entrepreneur puisse utiliser ses compétences entrepreneuriales et puisse agir de façon entrepreneuriale, il a besoin d'une organisation. Cette organisation ne peut exister que suite à un processus de création d'une nouvelle entreprise. Or, pour créer une entreprise, l'entrepreneur il peut procéder tout seul ou en groupe, comme il peut adopter différentes stratégies. Ce qui nous permet de faire la distinction entre l'entrepreneuriat individuel et l'entrepreneuriat collectif. En effet, quand l'entrepreneur lance seul son entreprise, on parle là d'entrepreneuriat individuel. Mais quand, par contre, la création d'entreprise résulte de l'association de plusieurs individus dans un projet entrepreneurial, il s'agit là d'un entrepreneuriat collectif. Mais qu'il entreprenne seul ou bien en groupe, l'entrepreneur il a la possibilité de choisir entre plusieurs stratégies pour créer une entreprise. Une des façons pour faire la distinction entre les différentes stratégies possibles pour créer une entreprise, les auteurs suggèrent de prendre comme facteur l'indépendance juridique et économique de l'entreprise à créer et la nouveauté de l'activité de l'entreprise à créer. Ce qui laisse poser une question là, est-ce qu'on peut créer une entreprise qui n'est pas indépendante juridiquement ou économiquement? Et est-ce qu'on peut créer une entreprise qui n'exerce pas une activité nouvelle? En fait, la réponse est oui. Parce qu'une entreprise nouvelle peut être une filiale d'une ou de plusieurs entreprises existantes et dans ce cas-là, on n'est pas sûr que l'entreprise ou bien la filiale créée, elle est indépendante juridiquement ou bien ou économiquement. Et parce qu'une entreprise nouvelle peut être également contrôlée par un actionnaire majoritaire qui est déjà à la tête d'une ou de plusieurs entreprises. Et de ce fait, cette entreprise qui est théoriquement indépendante, effectivement, elle ne l'est pas puisque toutes les décisions doivent passer par cet actionnaire majoritaire. Et c'est une stratégie qu'entreprennent certains chefs d'entreprise en vue de contrôler l'activité d'entreprise dont l'activité est liée à l'activité de leur entreprise. Comme par exemple, supposons qu'on est dans le cadre d'une entreprise qui compte faire des investissements, qui innove, qui a besoin de fonds, qui a besoin de moyens financiers, et que cela passe par l'obtention de crédits bancaires, en vue de garantir une décision favorable en faveur de la demande de crédit présentée par l'entreprise, le chef de cette entreprise, il peut participer dans le capital de la banque. Et là, il va orienter les décisions de la banque soit en faveur de son entreprise, soit à l'encontre de l'intérêt des entreprises concurrentes. Quant à la nouveauté de l'activité à créer, il s'agit ici de se demander sur la nouveauté de l'entreprise à créer. C'est-à-dire que l'entrepreneur peut créer une activité nouvelle ou décider simplement de faire une reprise d'entreprise. Et à ce niveau, les auteurs ils distinguent deux types de création qui sont la création de substitution et la création périphérique. Bien sûr, comme son nom l'indique, une création de substitution veut dire que l'on va substituer un élément par un autre élément. Et là, on va voir qu'à chaque fois, on va substituer une chose différente. Par exemple, quand les créateurs sont dans ce cas, là, on explique que les créateurs sont dans ce cas déjà des chefs d'entreprise. Et là, on n'a rien changé parce que celui qui a été chef d'entreprise et qui va créer une entreprise, il restera toujours chef d'entreprise ou des salariés. Et là, on s'arrête. Si le créateur d'entreprise, il a été salarié auparavant et que maintenant, il va créer une entreprise. Donc là, il va changer de statut de salarié à un chef d'entreprise. Et là, on va substituer un statut par un nouveau statut. On avance dans l'explication. On dit qu'il peut s'agir soit d'un transfert d'activité totale ou partielle dans une autre localité, qui est la localisation. Donc là, la localisation, c'est quoi? C'est lorsqu'une entreprise décide de faire le transfert d'une partie de son activité ou bien de la totalité de son activité dans un autre endroit. C'est le cas, par exemple, des entreprises étrangères qui viennent s'installer sur le territoire tunisien. Bien sûr, elles viennent rechercher un avantage donné, soit en termes de coûts, soit en termes de compétences, soit en termes de proximité de la main-d'œuvre, des avantages fiscaux, etc. Donc, ces entreprises, lorsqu'elles viennent s'implanter ici sur le territoire tunisien, c'est qu'elles ont
échanger ou bien substituer une localité, une ancienne localité, par une nouvelle localité. Donc là, je rappelle que d'abord, on peut substituer un statut par un nouveau statut tel que le salarié qui devient chef d'entreprise. Ensuite, on peut substituer une localité par une nouvelle localité par une stratégie de localisation, soit le résultat d'une scission suite aux mésententes des deux associés. Là, le cas de figure consiste au fait que deux associés ont créé une entreprise. Cette entreprise, elle est bénéficiaire, elle réalise des résultats performants. Toutefois, les deux associés n'arrivent pas à s'entendre, ils ne peuvent pas continuer à travailler ensemble. Donc, bien sûr, chacun va proposer à l'autre de lui vendre sa part. Quand les deux parties refusent de vendre leur part, et c'est tout à fait logique parce que l'entreprise elle est bénéficiaire, là, la solution c'est de faire disparaître cette entreprise et de la remplacer par deux nouvelles entreprises. Donc, on est passé d'une entreprise qui appartient à deux personnes à deux entreprises dont chacune appartient à une personne à part. Le cas de figure suivant, c'est la reprise d'une activité par un salarié volontaire ou forcé, avec ou sans l'accord de son employeur. Bien sûr, la reprise, elle va être reprise dans le cours en détail, mais là, juste, je donne une idée sur la reprise. La reprise, c'est le fait que quelqu'un achète une entreprise qui existe déjà. Donc, cet achat, soit qu'il est fait volontairement par le salarié, soit qu'il est fait de manière forcée, et cela nous renvoie à la stratégie d'essaimage que l'on va développer ultérieurement. Et donc là, avec ou sans l'accord de son employeur, donc c'est le salarié qui va substituer un statut de salarié à un nouveau statut de chef d'entreprise. Il va le faire soit avec l'accord de son employeur, soit sans l'accord de l'employeur. Et dans ce cas, le salarié, il va emporter ses clients. Et c'est le cas d'essaimage que j'expliquerai ultérieurement. Soit la reprise d'une activité après une liquidation, c'est-à-dire une entreprise qui est en difficulté financière ou bien une entreprise qui va faire une faillite et qui va être reprise par un nouveau propriétaire qui va relancer l'activité de cette entreprise. Donc ça, ce sont les cas de création de substitution. Les créations périphériques, bien sûr, le mot périphérique veut dire ou bien sous-entend l'existence d'un élément central et l'existence d'autres éléments qui sont autour de cet élément central. Donc là, les créations périphériques sont essentiellement des créations de diversification de l'activité de l'entreprise. La diversification, rappelons qu'une entreprise qui diversifie son activité, c'est une entreprise qui produit plusieurs produits en même temps, tels que par exemple, on prend le cas très fréquent en Tunisie, les entreprises qui fabriquent du yaourt, qui fabriquent de la beurre, du fromage, du lait. Ça, c'est la diversification en cherchant à être présente dans différents marchés en même temps. Pardon, être présente sur différents marchés en même temps, ce qui... c'est une stratégie qui est entreprise par les entreprises en vue de réduire les risques. Si un marché connaît une récession, c'est que les autres ne peuvent pas avoir la même récession. Et donc là, on peut réduire le taux d'échec ou bien la possibilité de faire des résultats déficitaires qui vont être bien sûr neutralisés par les résultats bénéficiaires qui sont réalisés dans d'autres secteur d'activité, et soit le cas d'une extension de l'activité de l'entreprise, c'est que l'entreprise, elle décide de créer d'autres filiales qui vont exercer la même activité de l'entreprise. Donc là, il y a nouveauté, mais pas d'indépendance. Donc, rappelons que là, on a pris deux critères, c'est l'indépendance et la nouveauté. Bien sûr, en parlant de l'indépendance, nous allons passer d'une indépendance qui est absente à une indépendance totale, et d'une nouveauté qui est absente à une nouveauté totale. Quand il n'y a aucune indépendance et qu'il n'y a aucune nouveauté, c'est que là, l'entreprise, elle crée une filiale qui va produire le même produit fabriqué par l'entreprise, mais il s'agit là d'une PMisation juridique. Quand par contre, il n'y a aucune nouveauté que l'indépendance totale, là, il s'agit de la stratégie de reprise d'entreprise. Quand il n'y a aucune indépendance, mais que la nouveauté totale, là, l'entreprise, elle va créer une
filiale, mais qui va exercer une activité nouvelle, c'est la croissance interne. Et enfin, quand l'indépendance elle est totale et que la nouveauté elle est totale, là on parle de la création d'entreprise que l'on connaît tous. Cette création d'entreprise s'appelle la création ex nihilo. Donc, expliquons chacune de ces stratégies. La logique de PMisation juridique, je rappelle que là, on a dit qu'il n'y a aucune nouveauté de l'activité et il n'y a aucune indépendance économique de l'activité. Toutefois, il y a l'indépendance juridique. Il s'agit bien sûr de transférer une activité existante dans une structure juridique nouvelle. C'est la filiale de l'entreprise qui va exercer la même activité que l'entreprise mère. C'est pour ça qu'on ne parle pas de nouveauté. Quand on n'a aucune nouveauté et une indépendance totale, ça c'est la logique de reprise d'entreprise ou bien la logique d'acquisition d'entreprise. Il s'agit là de la création d'une entreprise par un individu qui n'était pas auparavant un dirigeant propriétaire de cette entreprise. Bien sûr, cette condition est à remplir parce que si l'individu était un propriétaire de cette entreprise et qu'il va l'acheter, là on ne parle pas de reprise puisqu'on ne peut pas reprendre quelque chose qui nous appartient. Donc l'entreprise, elle va reprendre une partie ou bien la totalité des activités de l'entreprise ancienne et les moyens de l'entreprise ancienne et on va développer davantage cette stratégie dans ce qui suit. La logique de croissance interne, là où la nouveauté elle est totale, mais avec aucune indépendance, il s'agit donc de créer une filiale qui va développer une activité nouvelle ou bien qui va servir un marché nouveau. Et enfin, la création ex nihilo, que l'on va reprendre tout à l'heure. Là, on parle de la nouveauté totale et de l'indépendance totale. C'est la création par un individu, un groupe, qui peut être des salariés, des chômeurs, etc., d'une entreprise indépendante exerçant une activité nouvelle. Donc là, en regardant les trois premières créations, la PMisation, la reprise d'entreprise et la croissance interne, la création elle a été basée sur des entreprises qui ont déjà existé. La PMisation, c'est la création d'une filiale par une entreprise mère qui a déjà existé. La reprise, c'est l'achat d'une entreprise qui a déjà existé. La croissance, c'est la création d'une filiale à partir d'une entreprise mère qui a déjà existé. Seule la création ex nihilo consiste à créer à partir de rien. Là où rien n'a existé auparavant, c'est le créateur qui va donner naissance à l'entreprise avec son produit, avec ses capacités de production, avec sa part de marché, avec son produit, etc. C'est pour cela que l'on définit la création ex nihilo comme étant une création d'une entreprise quand rien n'existait auparavant, ni entreprise mère, ni ancienne entreprise en difficulté, etc. Donc, le créateur, il va créer pour la première fois cette entreprise qui n'est en relation avec aucune autre entreprise. Cette opération est plus difficile car l'entrepreneur a besoin de temps pour pouvoir implanter son produit sur le marché et convaincre les consommateurs de son utilité. Donc là, c'est un produit nouveau, une entreprise nouvelle. Il faut des efforts en termes d'études de marché, publicité, faire connaître le produit, pousser le client à déguster ou bien à essayer l'utilisation du produit, etc. Donc, tout doit être bien calculé, tout doit être bien calculé. On n'a pas droit à l'erreur. Donc, l'entrepreneur doit faire une estimation exacte de la taille de son marché pour ne pas, bien sûr, par la suite avoir de mauvaises surprises, de sa part de marché, de ses besoins financiers pour ne pas tomber dans un problème financier lors du démarrage de l'entreprise. Et tout cela va être développé davantage dans la partie de préparation du plan d'affaires et de création d'entreprise, quand il doit être capable d'obtenir des ressources financières suffisantes pour couvrir ses besoins. Donc, la création ex nihilo nécessite beaucoup de travail, beaucoup plus que les autres créations, bien que tous les types de création nécessitent de l'effort, mais quand on a déjà une entreprise qui existe, on a déjà des éléments sur lesquels on peut reposer notre analyse. Par contre, là, on n'a rien qui a existé. Et donc là, on a besoin de beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, de la ténacité et une évaluation particulièrement exacte des risques que l'entrepreneur va encourir. Passons maintenant à un autre type de création d'entreprise, à savoir la création en franchise. La franchise est un système de commercialisation de produits, services ou technologies
reposant sur une étroite collaboration entre deux entreprises juridiquement et financièrement indépendantes l'une de l'autre, le franchiseur et le franchisé. Ce que l'on peut déduire de cette définition est que d'abord, on ne peut faire de franchise que dans le cadre de la commercialisation. Qu'est-ce qu'on peut commercialiser? On peut commercialiser des produits, des services ou bien des technologies. La franchise fait appel à deux entreprises qui sont juridiquement et financièrement indépendantes l'une de l'autre, à savoir le franchiseur et le franchisé. Qui est le franchiseur? Le franchiseur, c'est le propriétaire de la marque et du savoir-faire. Il est rémunéré par le franchisé au moyen d'un droit d'entrée, de redevance ou de marge sur les produits. Nous déduisons là qu'on a deux parties, deux entreprises. Une première entreprise qui est la propriétaire d'une marque et d'un savoir-faire. Cette entreprise, elle va donner à une autre entreprise le droit d'exploiter sa marque, son savoir-faire, et ce, bien sûr, en contrepartie d'un droit d'entrée, de redevance, de marge sur les produits. Pourquoi le franchisé achètera-t-il le droit d'exploiter la marque d'une autre entreprise ou bien son savoir-faire? Qu'est-ce qu'il va prendre en contrepartie? Moyennant la contribution financière qu'il va donner, le franchisé acquiert auprès du franchisé le droit d'utiliser son enseigne et ou sa marque, son savoir-faire, le droit de commercialiser ses produits ou services conformément aux directives prévues dans le contrat, tout en bénéficiant d'une assistance commerciale ou technique. Donc, c'est quoi la franchise? C'est le fait de choisir d'utiliser une marque connue au lieu de créer votre propre marque. Et les exemples, ils sont pleins. Toutes les marques étrangères qui sont vendues ici en Tunisie, et là on met l'enseigne, ce sont des contrats de franchise. Je peux donner par exemple Coca-Cola, Nike, Christian Dior, je ne sais pas, toutes les marques étrangères qui ne sont pas fabriquées ici en Tunisie peuvent être vendues sous forme ou bien moyennant un contrat de franchise. Donc pourquoi opter pour la stratégie de franchise? Parce qu'elle donne aux franchisés l'opportunité de profiter de la notoriété d'une marque connue. Donc, au lieu de créer une entreprise à partir de rien, au lieu de faire des efforts en termes de publicité, d'études de marché, bon, bien sûr, même dans le cadre de la franchise, il faut faire une étude de marché, mais c'est essentiellement les efforts en termes de faire connaître le produit, la publicité, etc. Là, nous allons profiter de la notoriété d'une marque connue et des efforts marketing que va faire cette marque pour ses produits. Donc, si par exemple, un citoyen tunisien qui regarde une chaîne étrangère et qui voit une publicité sur un produit étranger, il va être affecté par cette publicité, ce qui va augmenter probablement sa prédisposition à consommer ce produit sur le marché tunisien. Donc là, quand le franchiseur fait de la publicité, cela sera bénéfique pour tous les franchisés un peu partout dans le monde. Donc là, il convient cependant d'être vigilant et de choisir le bon concept au bon moment. Bien sûr, il faut mettre dans la tête que ce n'est pas parce que ce concept il a réussi ailleurs qu'il va réussir ici. Par exemple, on va prendre l'exemple de la Tunisie. Donc, la notoriété, c'est un élément très important. La notoriété de la marque fait que l'entreprise a certainement des clients potentiels, mais il faut s'assurer de l'existence de ces clients potentiels. Il faut faire une étude économique et sociale de la prédisposition du marché à accueillir ce produit ou bien cette marque. Je me rappelle, une fois, j'étais en train de regarder la télévision et là, on a dit, je regarde une émission, et le présentateur, il a dit que McDonald's, qui a ouvert en Italie, il a fermé au bout de 6 mois. Pourquoi? Parce que les Italiens, ils sont très attachés à leur plat traditionnel. Ils ne sont pas prêts à déguster de nouveaux types de repas. Et donc là, ce facteur social, il a empêché l'expansion de cette entreprise, même la viabilité, la pérennité de cette entreprise sur le territoire italien. Ce qui fait que certainement, l'entrepreneur, il a fait l'étude économique, mais il a négligé le côté social. Donc là, il faut vraiment bien étudier le concept et bien étudier le moment de lancer l'entreprise pour être sûr, pour éviter ces accidents, pour être sûr que le produit, il va être accepté
sur le marché auquel il est destiné. Donc, de faire une étude de marché sérieuse en ne se contentant pas des données fournies par le franchiseur et de trouver bien sûr des partenaires dignes de confiance. On fait la remarque que dans certains secteurs tels que la coiffure ou l'optique par exemple, le recrutement d'un employé diplômé est nécessaire parce que dans ces secteurs, il ne suffit pas de mettre l'enseigne, encore faut-il que le service fourni reflète la qualité de l'enseigne. Donc là, il nous faut employer des personnes qui sont compétentes et qui vont permettre de donner un service qui renvoie vraiment ou bien qui garantit la qualité de l'enseigne sous laquelle nous travaillons.